Bienvenue à toutes et à tous sur Terra Conflict. Aujourd'hui, notre documentaliste est Aroné Toué, également directeur de production. Sans plus tarder, découvrez notre reportage exceptionnel, L'arsenal français aujourd'hui, les armes qui protègent la nation. Bon visionnage! Alors, pour bien comprendre la défense française, on va suivre un parcours assez logique. On va commencer tout en bas de l'échelle, avec le soldat sur le terrain, c'est la base de tout. Puis on va monter progressivement en puissance. Les blindés, la force aérienne, la maîtrise des mers, pour finir tout en haut de la pyramide, avec ce qui constitue la clé de voûte de toute la stratégie de défense, la dissuasion nucléaire. Allez, on commence donc par les fondamentaux, le combat au sol. C'est là que tout se joue, à la base. Et on va voir que le champ de bataille d'aujourd'hui, il est de plus en plus numérique, même pour le simple soldat. On parle beaucoup de drones, de haute technologie, mais au final, le soldat, l'humain, reste absolument central. Et son outil principal, c'est ce fusil, le H416F, un fusil qui a déjà largement fait ses preuves, notamment dans des conditions extrêmes, comme celles rencontrées au Sahel. Ce qui le rend si efficace, c'est sa grande fiabilité, sa précision, mais aussi et surtout sa modularité. On peut l'adapter à quasiment n'importe quelle mission. Et ça, sur les théâtres d'opérations modernes, c'est un atout décisif. Et bien sûr, ce soldat modernisé, il ne se déplace plus comme avant. On assiste à un véritable bond technologique. On dit au revoir aux anciens VAB, les véhicules de l'avant blindé, pour accueillir une toute nouvelle génération de blindés, comme le Griffon. Tout ça fait partie d'un immense programme de modernisation nommé Scorpion, dont le but est de renouveler et surtout de connecter les forces terrestres entre elles. Ce programme Scorpion, il s'articule autour d'un trio de véhicules qui se complètent. D'abord, le Griffon, c'est le nouveau transport de troupes blindées. À ses côtés, le Serval, plus léger, plus agile, taillé pour l'intervention rapide. Et enfin, le Jaguar, un engin de reconnaissance et de combat capable de frapper fort. Mais la véritable révolution, ce n'est pas tant les véhicules eux-mêmes que la façon dont ils communiquent. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, le fameux combat collaboratif. Il faut s'imaginer une sorte de réseau, une toile numérique qui relie tout le monde sur le terrain en temps réel. Un exemple concret ? Un drone repère une menace. Instantanément, sa position s'affiche sur les écrans d'un Jaguar à proximité. Le champ de bataille devient un espace de données partagées, où la supériorité se gagne grâce à la vitesse de l'information. On a vu le combat au contact. Mais pour faire face à des conflits beaucoup plus durs, ce qu'on appelle la haute intensité, il faut autre chose. Il faut de la puissance lourde. Et là, on parle bien sûr des chars et de l'artillerie. Pour faire face à des adversaires puissants, la France s'appuie sur une force de frappe conventionnelle qui doit imposer le respect. La pièce maîtresse de cette force, c'est lui, le char Leclerc. Sa grande particularité, c'est cette capacité presque unique au monde de pouvoir tirer avec une précision redoutable tout en se déplaçant à pleine vitesse. C'est vraiment une combinaison redoutable de mobilité, de puissance de feu et de protection. Mais attention, la puissance lourde, ce n'est pas que les chars. L'artillerie est tout aussi essentielle, avec sa capacité à mener des frappes précises, très en profondeur. Posséder de tels systèmes, ce n'est pas juste une question de capacité militaire, c'est aussi un message stratégique, un message qui dit aux adversaires potentiels que la France est prête pour la haute intensité. C'est déjà en soi une forme de dissuasion. Après le sol, on prend de l'altitude, direction les airs, parce qu'aujourd'hui, c'est une évidence, sans la maîtrise du ciel, impossible d'envisager la victoire sur le champ de bataille. Et dans les airs, le maître mot, c'est la polyvalence. La flotte d'hélicoptères joue un rôle absolument crucial. Le NH-90 Caïman, par exemple, permet de transporter des troupes très rapidement. Le Tigre, lui, est une véritable plateforme d'attaque et de reconnaissance. Ces appareils sont indispensables pour appuyer les forces au sol, pour le renseignement ou pour l'extraction. Ce sont un peu les yeux et les poings de l'armée de terre, vus du ciel. Mais le véritable joyau de l'aviation de combat française, c'est sans conteste le Dassault Rafale. Sa particularité, c'est d'être omnirôle. Ça veut dire qu'un seul et même appareil peut accomplir des missions qui, chez d'autres forces aériennes, nécessiteraient plusieurs types d'avions. Combat aérien, frappe au sol, reconnaissance. C'est un gain immense en flexibilité et en efficacité. Mais le rôle le plus critique du Rafale est d'un autre ordre. Il est stratégique. C'est lui qui porte la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire. Et c'est cette double casquette, capable de mener des missions conventionnelles et de porter l'arme nucléaire, qui en fait un pilier de la souveraineté et de l'autonomie stratégique de la France. Après la terre et les airs, il nous reste un troisième domaine essentiel, les océans. La puissance navale est cruciale pour une nation qui, il ne faut pas l'oublier, possède le deuxième plus grand espace maritime du monde. La flotte de surface française est en pleine modernisation. Les navires de premier rang, comme les frégates européennes multimissions, les FREMM, et les futures frégates de défense et d'intervention, les FDI, sont la colonne vertébrale de la marine. Leurs missions sont très variées.
de la protection du porte-avions à la lutte anti-sous-marine, en passant par la défense antiaérienne. Mais une grande partie de la puissance navale opère en toute discrétion, sous la surface. Voici le Suffren, le premier d'une nouvelle classe de sous-marins nucléaires d'attaque, les Barracuda. Ce sont de véritables chasseurs silencieux dont les missions sont multiples, faire du renseignement, protéger la flotte, mais aussi mener des frappes stratégiques très longs dans les terres, avec des missiles de croisière. À l'intérieur d'un de ces sous-marins, c'est un autre monde, un concentré de technologies de pointe. Le centre névralgique est cet espace où des dizaines d'opérateurs analysent des données complexes pour naviguer et opérer dans un secret absolu. C'est un environnement où l'expertise humaine est tout aussi cruciale que la technologie pour remplir la mission, parfois isolée du monde pendant des mois. Tous ces systèmes conventionnels forment la base de la défense. Mais au sommet de la pyramide se trouve l'assurance ultime, le sanctuaire stratégique, garanti par la dissuasion nucléaire. Le concept de la dissuasion nucléaire peut paraître complexe, mais son principe est en fait assez simple. Il s'agit de convaincre un adversaire potentiel que toute attaque contre les intérêts vitaux de la France entraînerait pour lui des dommages si dévastateurs qu'il n'oserait même pas y penser. En résumé, l'arme nucléaire n'est pas faite pour être utilisée, mais pour empêcher la guerre. Pour que cette dissuasion soit crédible, elle repose sur deux piliers complémentaires. D'un côté, la composante océanique, avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Il y en a toujours au moins un en patrouille, quelque part dans les océans, ce qui rend une riposte possible et indétectable à tout moment. Et de l'autre, la composante aéroportée, avec les Rafales, qui offre une option plus visible et plus flexible. C'est cette complémentarité qui assure que la France peut riposter quoi qu'il arrive. Voilà qui conclut notre reportage sur l'arsenal français aujourd'hui. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour soutenir Terra Conflict. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau documentaire.